Peuple lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Siboni. Bonjour et bienvenue dans Le Peuple lu, le rendez-vous littéraire qui met en lumière les écrivains juifs du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que déjà être écrivain c'est pas facile, être juif au XXe siècle c'est pas folichon non plus, mais alors être écrivain juif au XXe siècle c'est le creuset, sous haute pression, de toutes les misères, les angoisses, les déceptions. S'il est vrai que les plus désespérés sont les chants les plus beaux, c'est probablement là qu'on les trouvera. Franz Kafka naît le 3 juillet 1883 à Prague, capitale de la Bohême, qui fait alors partie de l'Empire austro-hongrois. Mais c'était surtout un carrefour des cultures, entre une population majoritairement tchèque, des élites allemandes et une forte présence juive. Le père, Hermann Kafka, était un riche homme d'affaires juif germanophone, on dirait aujourd'hui un self-made man, autoritaire, pragmatique et incapable de concevoir qu'on puisse souhaiter une vie différente de la sienne. Franz lui écrira en 1919, dans sa lettre au père, tout ce qu'il n'arrivera jamais à lui faire entendre, même indirectement à travers ses œuvres. Et on le retrouvera sous les traits d'un vautour qui étouffe le narrateur, dans un texte de l'année suivante. Franz étudie à Prague la chimie, le droit, la germanistique, l'histoire de l'art, la littérature, dans un esprit très belle époque. En 1901, il rencontre le poète Max Brod, l'ami fidèle de toute sa vie. Finalement diplômé en droit, il travaille dans des compagnies d'assurance pour protéger les ouvriers contre les risques des machines meurtrières et pour analyser leurs demandes de dédommagement en cas d'accident. C'est bien sûr tentant d'y voir un lien avec ses œuvres, sur lesquelles plane le spectre de la mécanisation, le système qui broie l'homme. Sur le versant sentimental, Kafka rompt un nombre assez impressionnant de fiançailles et ne se fixe jamais vraiment dans un foyer. Il meurt de tuberculose, peut-être aussi de malnutrition, après l'hyperinflation allemande de 1923-1924. Dans une lettre demeurée célèbre et qui inspire un film actuellement au cinéma, Kafka demande à son ami Max Brod de brûler tous ses manuscrits, lettres et papiers. Une volonté que Brod ne respectera pas et qui nous permet aujourd'hui de lire tous les chefs-d'œuvre que la Gestapo n'a pas saisis. Ces chefs-d'œuvre étaient avant-gardistes pour l'époque et le sont restés. Kafka est bien plus célèbre aujourd'hui qu'il n'aurait pu rêver l'être de son vivant. Il fascine par ses descriptions extrêmement incarnées de l'aliénation vue de l'intérieur. Il souligne d'une façon troublante la solitude, l'angoisse, la confusion de la condition déshumanisée. À la belle époque déjà, Kafka anticipe ce que sera la bureaucratie oppressive, le labyrinthe des lois et le chaos de l'administration. Ces textes peuvent se lire à beaucoup de niveaux différents. On peut y voir une œuvre contemporaine de la naissance de la psychanalyse, une critique politique, une quête religieuse, un éclaireur de la philosophie existentialiste, et peut-être tout cela à la fois. Ils sont rares ces auteurs dont le nom est devenu un adjectif. Kafkaïen, cela signifie qu'on se trouve dans une situation désespérée, inextricable, embrouillée jusqu'à l'absurde. Kafka, c'est même devenu le nom d'un système d'intelligence artificielle pour la manipulation de flux de données, bref, pour du traitement complexe de grandes quantités de données. Et donc, si Kafka peut être un système d'IA, d'intelligence artificielle, pourquoi ne pas se demander ce qu'il serait s'il était une musique ? Pour moi, il sonnerait comme la symphonie pour cordes, percussions et célesta de Béla Bartók, un morceau qui est empreint de dissonance et de mélancolie. C'est de ce morceau qu'a été tirée la bande-son de Shining, pour la scène du labyrinthe de l'hôtel où apparaissent les fantômes des deux jumelles. Donc, tout de suite, Bartók, par l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
C'était la symphonie pour cordes, percussions et célesta de Béla Bartók par l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Je vous assure, vous devriez regarder la vidéo du concert. On voit tous les archers frotter frénétiquement les cordes des violons sur le fond noir de la fosse d'orchestre, à la manière dont Grégor Samsa agite ses pattes lorsqu'il est transformé en cafard dans la Métamorphose. Oui, c'est une lecture qui monte à la tête. Armez-vous moralement avant de lire Kafka. On le lit comme un cauchemar. Tout semble vrai, mais déformé, sombre, inquiétant et sans issue. Donc préparez-vous, voici le début de la Métamorphose. En se réveillant un matin après des rêves agités, Grégor Samsa se retrouva, dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. Il était sur le dos, un dos aussi dur qu'une carapace. Et, en relevant un peu la tête, il vit, bombé, brun, cloisonné par des arceaux plus rigides, son abdomen, sur le haut duquel la couverture, prête à glisser tout à fait, ne tenait plus qu'à peine. Ses nombreuses pattes, lamentablement grêles par comparaison avec la corpulence qu'il avait par ailleurs, grouillaient désespérément sous ses yeux. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» pensa-t-il. Ce n'était pas un rêve. Sa chambre, une vraie chambre humaine, juste un peu trop petite, était là, tranquille, entre les 4 murs qu'il connaissait bien. Au-dessus de la table, où était déballée une collection d'échantillons de tissus, Samsa était représentant de commerce, on voyait accrocher l'image qu'il avait récemment découpée dans un magazine et mise dans un joli cadre doré. Elle représentait une dame munie d'une toque et d'un boa, tous les deux en fourrure, et qui, assise bien droite, tendait vers le spectateur un lourd manchon de fourrure où tout son avant-bras avait disparu. Le regard de Grégor se tourna ensuite vers la fenêtre et le temps maussade, on entendait les gouttes de pluie frapper le rebord en zinc, le rendait tout mélancolique. « Et si je redormais un peu et oubliais toutes ces sottises ?» se dit-il. Mais c'était absolument irréalisable, car il avait l'habitude de dormir sur le côté droit, et dans l'état où il était à présent, il était incapable de se mettre dans cette position. Quelque énergie qu'il mit à se jeter sur le côté droit, il tanguait et retombait à chaque fois sur le dos. Il dut bien essayer 100 fois, fermant les yeux pour ne pas s'imposer le spectacle de ses pattes en train de gigoter, et il ne renonça que lorsqu'il commença à se sentir sur le flanc une petite douleur sourde qu'il n'avait jamais éprouvée. « Ah mon Dieu, songea-t-il, quel métier fatigant j'ai choisi. Jour après jour en tournée. Les affaires vous énervent bien plus qu'au siège même de la firme. Et par-dessus le marché, je dois subir le tracas des déplacements, le souci des correspondances ferroviaires, les repas irréguliers et mauvais, et des contacts humains qui changent sans cesse, ne durent jamais, ne deviennent jamais cordiaux. Que le diable emporte tout cela. » Il sentit une légère démangeaison au sommet de son abdomen, se traîna lentement sur le dos, en se rapprochant du montant du lit afin de pouvoir mieux redresser la tête, trouva l'endroit qu'il démangeait et qui était tout couvert de petits points blancs dont il ne sut que penser, et il voulut palper l'endroit avec une patte, mais il la retira aussitôt, car à ce contact il fut tout parcouru de frissons glacés. Il glissa et reprit sa position antérieure. À force de se lever tôt, pensa-t-il, on devient complètement stupide. L'être humain a besoin de son sommeil. D'autres représentants vivent comme des femmes de harem. Quand, par exemple, moi, je rentre à l'hôtel dans le courant de la matinée pour transcrire les commandes que j'ai obtenues, ces messieurs n'en sont encore qu'à prendre leur petit déjeuner. Je devrais essayer ça avec mon patron, je serai viré immédiatement. Qui sait du reste si ce ne serait pas une très bonne chose pour moi ? Si je ne me retenais à cause de mes parents, il y a longtemps que j'aurais donné ma démission. Je me serais présenté devant le patron et je lui aurais dit ma façon de penser du fond du cœur. De quoi le faire tomber de son comptoir. Il faut dire que ce ne sont pas des manières de s'asseoir sur le comptoir et de parler de là-haut à l'employé, qui de plus est obligé d'approcher tout près parce que le patron est sourd. Enfin, je n'ai pas encore abandonné tout espoir. Une fois que j'aurai réuni l'argent nécessaire pour rembourser la dette de mes parents envers lui, j'estime que cela prendra encore de 5 à 6 ans, je ferai absolument la chose. Alors je trancherai dans le vif. Mais enfin, pour le moment, il faut que je me lève, car mon train part à 5 heures. Et il regarda vers la pendule réveil, dont on entendait le tic-tac sur la commode. Dieu du ciel, pensa-t-il. Il était 6h30, et les aiguilles avançaient tranquillement. Il était même la demi passée, on allait déjà sur moins un quart. Est-ce que le réveil n'aurait pas sonné ? On voyait depuis le lit qu'il était bien réglé sur 4 heures, et sûrement qu'il avait sonné. Oui, mais était-ce possible de ne pas entendre cette sonnerie à faire trembler les meubles, et de continuer à dormir tranquillement ? Eh bien, on ne pouvait pas dire qu'il eût dormi tranquillement, mais sans doute son sommeil avait-il été d'autant plus profond. Seulement, à présent, que fallait-il faire ? Le train suivant était à 7 heures.
Pour l'attraper, il aurait fallu se presser de façon insensée et la collection n'était pas reballée et lui-même était loin de se sentir particulièrement frais et dispo. Et même s'il attrapait le train, cela ne lui éviterait pas de se faire passer un savon par le patron, car le commis l'aurait attendu au départ du train de 5 heures et aurait depuis longtemps prévenu de son avance. C'était une créature du patron sans aucune dignité ni intelligence. Et s'il se faisait porter malade ? Mais ce serait extrêmement gênant et suspect, car depuis 5 ans qu'il était dans cette place, pas une fois Grégor n'avait été malade. Sûrement que le patron viendrait accompagné du médecin de la caisse maladie, qu'il ferait des reproches à ses parents à cause de leur paresseux de fils, et qu'il couperait court à toute objection en se référant au médecin de la caisse, pour qui, par principe, il existe uniquement des gens en fort bonne santé, mais fainéants. Et du reste, en l'occurrence, aurait-il entièrement tort. Effectivement, à part cette somnolence vraiment superflue chez quelqu'un qui avait dormi longtemps, Grégor se sentait fort bien et avait même particulièrement faim. Je m'arrête ici. J'espère vous avoir, vous aussi, laissé sur votre faim. Franz Kafka est surtout connu pour ses romans Le Procès, l'Amérique et le Château, et donc pour des nouvelles comme La Métamorphose ou La Colonie pénitentiaire. Toute son œuvre montre l'aliénation de l'individu dans tous les sens du terme. Dans le sens où il ne s'appartient plus, et dans le sens où ça le rend fou. Mais aliénation à quoi ? C'est moins simple. À lui-même, à une bureaucratie sans visage, à un système qui tient tout seul par sa force d'inertie, aliénation à une modernité qui déresponsabilise et déracine l'homme. Puisque Kafka a très peu publié de son vivant, son œuvre a donné largement matière à disserter aux éditeurs et aux commentateurs. Et là, c'est noir et blanc. Certains critiques refusent de voir l'œuvre de Kafka comme un univers sombre et torturé, et préfèrent y retrouver une forme d'humour juif, désespéré et ironique. Il s'appuie sur les notes de contemporains qui racontent que Kafka riait à gorge déployée en lisant le premier chapitre du procès. Je vous en laisse juge, et je vous lis justement ce premier chapitre. Arrestation de Joseph K., conversation avec Madame Groubach, puis avec Mademoiselle Bürstner. On avait sûrement calomnié Joseph K., car sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin. La cuisinière de sa logeuse, Madame Groubach, qui lui apportait tous les jours son déjeuner à 8 heures, ne se présenta pas ce matin-là. Ce n'était jamais arrivé. K. attendit encore un instant, regarda du fond de son oreiller la vieille femme qui habitait en face de chez lui et qui l'observait avec une curiosité surprenante, puis, affamé et étonné à la fois, il sonna la bonne. À ce moment, on frappa à la porte et un homme entra qu'il n'avait encore jamais vu dans la maison. Ce personnage était svelte, mais solidement bâti. Il portait un habit noir et collant, pourvu d'une ceinture et de toutes sortes de plis, de poches, de boucles et de boutons, qui donnaient à ce vêtement une apparence particulièrement pratique, sans qu'on pût cependant bien comprendre à quoi tout cela pouvait servir. « Qui êtes-vous » demanda K. en se dressant sur son séant. Mais l'homme passa sur la question, comme s'il était tout naturel qu'on le prît quand il venait, et se contenta de demander de son côté « Vous avez sonné ?»« Anna doit me porter le déjeuner, dit K, essayant d'abord muettement de découvrir par déduction qui pouvait être ce monsieur. Mais l'autre ne s'attarda pas à se laisser examiner. Il se retourna vers la porte et l'entrouvrit pour dire à quelqu'un qui devait se trouver juste derrière « Il veut qu'Anna lui apporte le déjeuner !» Un petit rire suivit dans la pièce voisine. À en juger d'après le bruit, il pouvait se faire qu'il y eût là plusieurs personnes. Bien que l'étranger n'eût pu apprendre de ce rire rien qu'il ne sût auparavant, il déclara « C'est impossible » à K sur un ton de commodement. « Voilà qui est fort !» répondit K en sautant à bas de son lit pour enfiler son pantalon. « Je voudrais bien voir qui sont ces gens de la pièce d'à côté et comment Madame Groubach m'expliquera qu'elle puisse tolérer qu'on vienne me déranger de la sorte. » L'idée lui va bien aussitôt qu'il n'eût pas dû parler ainsi à haute voix, car il avait l'air, en le faisant, de reconnaître en quelque sorte un droit de regard à l'étranger, mais il n'y attacha pas d'importance sur le moment. L'autre l'avait pourtant compris, comme il n'aurait justement pas fallu, car il lui dit « N'aimeriez-vous pas mieux rester ici ? Je ne veux ni rester ici ni vous entendre m'adresser la parole tant que vous ne vous serez pas présenté. » Je le faisais dans une bonne intention, dit l'étranger, et il ouvrit spontanément la porte. La pièce voisine, où K entra plus lentement qu'il ne voulait, présentait au premier abord à peu près le même aspect que la veille. C'était le salon de Madame Groubach. Peut-être y avait-il dans cette pièce encombrée de meubles, de dentelles, de porcelaine et de photographies un peu plus d'espace que d'ordinaire, mais on ne s'en rendait pas compte en entrant, et d'autant moins que la principale modification consistait dans la présence d'un homme, assis près de la fenêtre ouverte et armé d'un livre, dont il détacha son regard en voyant entrer Joseph K.
Vous auriez dû rester dans votre chambre. Franz ne vous l'a-t-il donc pas dit ? Vous, je voudrais bien savoir ce que vous voulez, dit K, quittant des yeux sa nouvelle connaissance pour regarder sur le pas de la porte celui qu'on venait d'appeler Franz, et revenir ensuite à l'autre. Par la fenêtre, on voyait la vieille femme qui était restée postée à la sienne, juste en face maintenant, avec une curiosité vraiment sénile, pour ne rien perdre de ce qui allait se passer. Et à nouveau, suspense. Je voyais dernièrement une caricature sur Internet qui disait « Il y a les personnes Dostoïevski, seules parce qu'elles se croient au-dessus de tout le monde, et il y a les personnes Kafka, seules parce qu'elles se croient en dessous de tout le monde. » Je vais conclure pour ma part là-dessus, avant de passer le micro à Jean-Marc Levent, diplômé en philosophie et en édition, directeur commercial aux éditions Grasset et grand lecteur de Kafka. Nous avons la chance de recevoir Jean-Marc Levent, directeur commercial aux éditions Grasset. Bonjour. Bonjour, Laura. Pour parler de l'œuvre de Franz Kafka, vous êtes un grand admirateur. Quand est-ce que vous avez découvert Kafka ? Alors écoutez, j'ai découvert Kafka en 1975. J'avais 13 ans. Et à cette époque-là, nous vivions avec mes parents dans une petite ville du Val-de-Marne qui s'appelle l'Haye-les-Roses. Et il y avait une bibliothèque, une petite bibliothèque, et j'ai toujours aimé, enfin même encore aujourd'hui, mais déjà à cette époque-là, j'aimais bien aller dans des bibliothèques, j'aimais bien être entouré de livres. Mes parents avaient des livres, j'avais moi-même des livres, mais enfin j'aimais bien aller aussi dans les bibliothèques municipales. Et dans cette bibliothèque, il y avait une série de livres qui étaient à l'époque, c'est des systèmes que nous connaissons aujourd'hui, qui consistent à renforcer les couvertures de livres qui sont destinées aux prêts, n'existaient pas à ce moment-là. Et c'était des reliures qui étaient toilées et qui étaient rouges. Et en fait, cette couleur rouge grenat avait attiré mon attention et j'avais pris un exemplaire de la Métamorphose que j'avais emprunté. Et la bibliothécaire m'a dit, tu sais, c'est un peu particulier, etc. Il faudra quand même que tu dises à tes parents que tu as emprunté. Donc j'avais emprunté ce livre de Kafka que j'ai lu. C'était un jeudi, donc je l'ai lu dans le courant de la soirée. Je l'avais pas dit à mes parents évidemment que j'avais pris la Métamorphose. Et c'est comme ça en fait que de fil en aiguille. Ensuite j'ai lu, pas tout de suite après j'avais lu quelques nouvelles, mais que j'ai lu le procès, que j'avais vu le film. Enfin voilà, c'est comme ça qu'est né progressivement un intérêt pour Kafka. Et vous avez été traumatisé par la lecture Traumatisé, je ne sais pas si j'ai été traumatisé, mais il y a une image. Vous savez, on a des sensations de lecture avec les années qui peuvent être l'émotion, qui peuvent être les larmes, qui peuvent être le rire, qui peuvent être les conditions dans lesquelles vous avez lu ce livre-là, qui n'est pas forcément lié au texte d'ailleurs, mais ne serait-ce que ce souvenir. Personnes qui l'ont recommandé. Oui, voilà. Oui. Puis le lieu où vous avez la bibliothèque où vous l'avez emprunté ou pas, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a offert, ou est-ce que vous étiez en villégiature quelque part. Enfin, moi c'était une image très 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 forte de la pomme qui vient s'incruster dans la carapace de Gregor Samsa et qui va finir par pourrir et qui va finir par le faire mourir. Ça, c'est une image que j'ai encore en tête aujourd'hui. Et il y a quelques images comme ça qui m'ont beaucoup marqué, pas seulement dans l'œuvre Kafka, mais quand je repense à Un chien andalou de Buñuel, par exemple, où à un moment donné, c'est, je crois, Salvador Dali qui passe sa main devant sa bouche et lorsque la main se retire, il y a alors là, c'est l'inverse. C'est pas une pomme qui rentre dans la carapace, c'est les fourmis qui sortent de son orifice buccal. C'est très très impressionnant. Ça, voilà. Donc il y a des images comme ça qui me... Peut-être aussi lié à un type de mémoire, peut-être des gens qui retiennent plus facilement des phrases, d'autres qui retiennent des scènes. Oui. Non, là c'était plutôt une scène ou des situations dans le rapport à une académie, par exemple, quand on voit ce singe qui raconte ce qu'il a vécu sur ce bateau quand on lui a tiré dessus sur la côte d'Or.
Oui, c'est ça. Sur la côte d'Or, qu'il est ensuite dans une cage et qu'il est, oui, c'est effectivement des scènes comme ça. Et qui nous habite, qui reste avec nous comme une amitié, comme des récits. Oui, qui sont en même temps des scènes terribles, mais chez Kafka, c'est une telle humanité. C'est quand même, c'est ça. Kafka, c'est quand même, c'est l'écrivain de l'entre-deux, c'est-à-dire à la fois d'une violence, mais d'une violence qu'on peut expliquer, qu'on peut découper, qu'on peut éventuellement démonter, et en même temps une très grande humanité. C'est un... Et puis c'est lié aussi au format des textes de Kafka, qui sont des textes assez courts. Assez court, oui, sauf. Oui. La France au château, par exemple. Oui, qui absolument. Qui mettent en scène sans doute plus des atmosphères que des personnages, dont souvent on ne connaît pas le nom. Oui. Joseph K. Et donc pour vous, c'est l'auteur des scènes, des atmosphères. Oui, c'est plutôt voilà. Mais alors, pour ce qui est de l'atmosphère, évidemment, quand on lit un roman comme Le Procès ou comme le Château, là, c'est vraiment l'atmosphère. On sent la pesanteur, la lourdeur de l'administration, palais de justice d'un côté, l'administration du château de l'autre. Enfin oui, ça c'est effectivement c'est une littérature. L'atmosphère est oui, c'est pour ça que vous l'aviez rapproché. Très angoissante. Ouais. Est-ce que vous imaginez Buñuel adapter Kafka au cinéma? On n'imagine pas. Non, j'imagine. Enfin, il y a des auteurs comme ça qu'on n'imagine pas adapter. Vous voyez suffisamment la pomme dans la carapace. Oui, j'ai pas. Oui, parce que lorsque j'avais vu le procès d'Orson Welles avec Anthony Perkins, finalement c'était une déception, mais on est tous l'étranger de Coroncini, c'est pareil, c'est une déception, et pourtant c'est Mastroianni. On a une façon de se représenter une œuvre littéraire qui ne correspond jamais à ce qu'on regarde. Moi, je crois avoir jamais vu, s'il y a une exception près. Je ne sais pas si vous avez vu sur Netflix, il y a une adaptation de À l'Ouest, rien de nouveau, qui suit complètement le livre, mais c'est presque en fait une traduction à l'image. C'est de la pure translittération. Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose de très cinématographique derrière. Et si Kafka, au lieu d'être un film, avait été par exemple une musique, qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez Kafka? J'entends la musique de Bernard Herrmann. J'entends la musique de Bernard Herrmann, et ce serait la musique de Psychose. Ce serait ça. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu Kafka, qu'est-ce que vous recommandez? J'ai pu comprendre de ne pas commencer trop tôt avec la Métamorphose. Si, moi je le recommande pas, alors trop tôt, non, peut-être pas commencer à 13 ans pour la Métamorphose, mais c'est nouvelles d'abord, et les romans après. Breccia sur ce meeting aérien qui est formidable, le Verdi qui est absolument terrible, la lettre au père, bien sûr, la lettre au père, c'est formidable. Quand on a envie de comprendre. Trop tôt, mais pour d'autres raisons. Créer des problèmes dans les familles. Non, parce que en même temps, je pense que ça peut aider chaque lecteur ou lectrice à vouloir s'affranchir d'une certaine autorité ou d'une certaine tutelle par rapport à une passion ou un penchant, ou plus que ça, une vocation. En l'occurrence, donc c'est Kafka qui veut devenir écrivain, il est écrivain et il s'engage dans la littérature, et sa vie est littérature, et sa vie privée ne sera aussi mais c'est déjà énorme, sera littérature. Et là c'est un règlement de compte et une exécution évidemment de son père Hermann Kafka qui comprend pas du tout pourquoi, alors que lui a été bouché à une vie extrêmement difficile et a pu gravir lentement mais sûrement les échelons, les différents barreaux de l'échelle sociale, en créant son magasin de galanterie, comme on disait à l'époque. Justement, ça sera
Ma dernière question, est-ce que vous pensez que la littérature peut changer quelque chose, peut changer le regard des Hermann Kafka, changer le regard de ceux qui ne veulent pas entendre? Écoutez, je me méfierais des généralités, parce que même quand Kafka devient écrivain, c'est-à-dire même lui il sait qu'il est écrivain, mais et puis en plus il n'avait pas un très très grand souci de la publication, on le verra par la suite d'ailleurs, enfin après sa mort, puisqu'il avait demandé à Max Brod de détruire tout ce qui n'avait pas été publié. Lorsque Kafka apporte le premier recueil de nouvelles à son père lui dit dépose-le sur la table de chevet. Même quand il peut considérer que voilà, son fils a été reconnu par des tiers, par un éditeur, le livre existe, il a un fils écrivain. Le père n'en sera toujours pas convaincu, donc non. Mais ça peut, dans certains cas, ça peut quand même, oui, on peut avoir des attitudes qui soient différentes d'Hermann Kafka. Je suis pas sûre que ça soit de la famille qu'il faille attendre beaucoup de reconnaissance quand on se lance dans l'écriture. Eh bien, on va conclure là-dessus. Je vous remercie beaucoup, Jean-Marc. Merci, Laura. Aux éditions Grasset pour cet entretien autour de Franz Kafka. Merci beaucoup. Le peuple lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Sibony.